Bien, donc nous allons aborder cette fois-ci la correction de l'exercice 4 où on va découvrir l'utilisation de ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Donc le principe est le suivant, nous allons étudier une fonction ici définie par une fraction rationnelle, donc un quotient de deux polynômes, x au cube plus 2x carré sur x carré moins 1, sur l'intervalle, enfin sur l'ensemble des définitions R privées des valeurs moins 1 et 1 qui sont interdites ici. Donc là, pour étudier cette fonction, on va habituellement, comme on l'a fait de nombreuses fois, étudier les variations de la fonction f en dérivant la fonction f. Or, en fait, nous allons voir que lorsque nous aurons à étudier le signe de la dérivée, on va être embêté parce qu'au numérateur de la dérivée, nous allons rencontrer un polynôme du troisième degré dont on ne sait pas étudier le signe de façon directe. Donc c'est pour ça en fait que dans ce genre d'exercice-là, on est amené souvent à étudier ce qu'on appelle une fonction auxiliaire, dont on va chercher à obtenir finalement le signe, ici, qui va nous permettre d'étudier la fonction f après. D'accord ? Donc nous allons voir justement que cette fonction g là, qui est introduite là, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est justement lorsqu'on va calculer la dérivée de f qu'on va se rendre compte que la dérivée de f est un quotient, parce que lorsqu'on veut dériver f, qui est la forme u sur v, donc on va devoir utiliser la formule u'v moins uv' sur v carré. D'accord ? Donc on a ça en tête ici, donc à un moment donné on aura f qui est de la forme u sur v, et la dérivée de f, donc c'est u'v moins uv' sur v carré. Et donc on voit que en calculant cette dérivée, on aura un quotient de deux polynômes, et que le polynôme du numérateur, on va voir que il va être du quatrième degré, on va devoir le factoriser, et que l'un des facteurs est un polynôme qui nécessite une étude de signe particulière. Et tout simplement, nous allons étudier son signe en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, en fait, ici. Donc on est vraiment en application du théorème de l'intermédiaire ici aussi. Donc ça c'est vraiment un exemple très important. C'est parti pour l'étude en détail. Bien, donc nous allons étudier la fonction g de manière traditionnelle, donc tableau de variation complet, donc on calcule, donc je vais commencer par étudier la dérivée, le signe de la dérivée, donc la fonction g a pour dérivée 3x carré moins 3, on peut constater que 3x carré moins 3 se factorise aisément par 3, ce qui nous fait 3 facteurs de x carré moins 1, et on peut constater qu'x carré moins 1 est une unité remarquable, donc on peut du coup factoriser encore davantage en verrant 3 facteurs de x plus 1, facteur de x moins 1, ce qui permet de voir les racines évidentes, ici sans utiliser le discriminant, du polynôme, donc 3x carré moins 3, qui a donc pour racine évidente 1 et moins 1. Donc là, on peut tout de suite indiquer ça, donc les racines de ce polynôme de second degré sont moins 1 et 1, ce qui va donc nous faciliter la construction du tableau de variation. C'est parti pour le tableau de variation. Je prépare le tableau. Bien, donc la dérivée qui a pour racine moins 1 et 1, donc la dérivée est du signe de a à l'extérieur de l'intervalle des racines. Donc ici, a, en l'occurrence ici c'est 3, qui est positif, donc la dérivée est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini, et négative. Donc on en déduit les variations de la fonction g. Donc on va calculer les images ici, donc j'ai activé la calculatrice ici de x au cube moins 3x moins 4, hein, grâce au menu table de valeurs. Et donc je règle le tableau de valeurs par exemple entre moins 3 et 2 avec un pas de 1, c'est suffisant. Je valide et je regarde les images. Donc l'image de moins 1 c'est moins 2, l'image de 1 c'est moins 6. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice. Je désactive la calculatrice pour l'instant. Donc deuxième étape, qu'est-ce que je fais? J'étudie les limites aux bornes. Donc ici en moins l'infini plus l'infini, on peut constater qu'on peut avoir en présence de formes indéterminées ici en moins l'infini, en plus l'infini. Donc on va changer l'écriture. Donc ici on peut noter que g de x peut s'écrire sous la forme donc x au cube facteur de 1 moins 3 sur x carré moins 4 sur x au cube. Et donc il est aisé de voir que sous cette forme là, comme on sait que la limite de 1 sur x puissance k est égale à 0 lorsqu'x tend vers plus l'infini,
on en déduit que la limite de 1 moins 3 sur x carré moins 4 sur x au cube est égale à 1 lorsqu'x tend vers plus l'infini. Et par ailleurs, on sait que la limite de x au cube étant égale à plus l'infini, lorsqu'x tend vers plus l'infini, on en déduit que par produit, la limite de g de x est égale à plus l'infini lorsqu'x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc on a notre limite. Ensuite, on fait l'étude de la limite en moins l'infini. Donc on peut utiliser les arguments similaires lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 sur x puissance k. On sait que c'est également une limite égale à 0 lorsque k est un entier, non nul. Et donc le facteur ici, 1 moins 3 sur x carré moins 4 sur x cube va également tendre vers 1 lorsqu'x tend vers moins l'infini. Alors que x au cube, lui, le facteur, lui, lorsqu'x tend vers moins l'infini, on sait que cette fonction usuelle tend vers moins l'infini, et donc par produit, g de x va tendre vers moins l'infini lorsqu'x tend vers moins l'infini. Voilà, donc on en déduit donc le tableau complet. Le tableau est donc complet. Et bien, grâce à ce tableau-là, on va pouvoir s'intéresser à l'équation g de x égale à 0. Et on va justement déterminer le nombre de solutions et essayer d'encadrer ici ces solutions. Et donc là, on va démontrer qu'il y a une seule solution à l'équation g de x égale à 0 et que cette solution, on va l'appeler petit a. Et on va demander une valeur approchée de petit a à 10 points de près. Alors, si je raisonne d'abord avant dans 3 étapes, on peut constater que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction est strictement croissante ici. Or, bien sûr, on sait que cette fonction est dérivable. Ici, on a calculé ce polynôme et sa dérivée. Donc, elle est donc continue, elle est strictement croissante. On peut lui appliquer le théorème de valeur intermédiaire. Mais là, on peut constater que l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, qui est l'intervalle moins l'infini moins 2, ne contient pas la valeur 0. Tout simplement parce que moins 2, qui est le maximum ici sur cet intervalle-là, est inférieur à 0. Donc on peut remarquer directement que ça sera le même argument sur l'intervalle moins 1, 1. Donc en fait, on peut faire plus synthétiquement, on peut directement remarquer que sur l'intervalle moins l'infini 1, le maximum de la fonction qui est moins 2 étant négatif, la fonction ne s'annule pas sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc on peut déjà évacuer directement ce cas-là. Donc là, on est à la question 2. Donc je vais reprendre le tableau. Bien, donc en appliquant ce théorème des valeurs intermédiaires, donc comme je le disais, donc sur l'intervalle moins l'infini 1, moins 2 représente le maximum de la fonction g, donc l'équation g de x égale 0 ne peut posséder de solution parce que vous avez g de x qui est toujours inférieur ou égal à moins 2. Ça, on fait attention si vous avez bien, on vérifie que vous avez bien compris ça. Vous pouvez même pas me rendre la main là, lui. Donc ça, premier argument, n'a pas de solution sur cet intervalle-là. Ensuite, on raisonne sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g est continue, premier argument, elle est strictement croissante. L'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'intervalle moins 6 plus l'infini d'après notre étude. 0 est un élément de cet intervalle. Donc ici, on l'indique clairement dans le tableau, donc je rajoute maintenant. Et donc on voit que 0 donc possédera un unique antécédent par la fonction g dans cet intervalle 1 plus l'infini, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, donc là on est sur quelque chose d'extrêmement classique. Du coup, on en a déduit le nombre de solutions de l'équation g de x égale à 0. Sur R, il n'y en a qu'une seule. Donc c'est le nombre A ici qui est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà comment on fait. Donc ça, il faut vraiment le maîtriser. Deuxième étape, la troisième chose qui nous est demandée, c'est de déterminer une solution approchée de l'équation, ici g de x, ici égale à 0, et que cette valeur approchée soit à 10 moins de près. Donc là, on va utiliser quoi? Il faut qu'on aille déterminer plus précisément où se situe A. Donc à ce stade-là, on sait que A est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la première étape consiste à trouver deux entiers au moins. Encadrer A entre deux entiers. Alors l'idéal, c'est entre deux entiers consécutifs. Alors comment fait-on? En fait, comme on sait que A vérifie que G de A est égal à 0, il suffit de trouver un entier tel que
qui soit inférieur à A tel que G de A, tel que G de l'entier soit négatif, et un entier supérieur à A tel que l'image de cet entier soit positif. Donc on va donc tout simplement chercher avec le tableur de la calculatrice le passage entre le positif et le négatif, du négatif vers le positif. Donc là j'active la calculatrice. Et tout simplement nous allons revenir sur le menu, on est sur le menu du tableau de valeur, hein. On y rentre la bonne fonction, x au cube moins 3x moins 4. On va régler le tableau de valeur. Pour l'instant, on sait qu'on est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je ne sais pas trop ici à l'avance sur quoi chercher. Alors, on peut tenter entre 1 et 10 par exemple. Hein. Si ça n'est pas suffisant, on changera. Et on commence par mettre un pas de 1 parce qu'on cherche deux entiers consécutifs. Et on regarde les valeurs du tableau de valeur. Donc l'image de 1 c'est moins 6. L'image de 2 c'est moins 2. Et l'image de 3 c'est 14. Donc on peut constater ici ce passage-là. Donc là, ça, je vais faire une petite capture d'écran. Et donc, en observant cette capture, voilà, je peux constater donc là que G de A étant égal à 0 et que G de 2 égale à moins 2 et que G de 3 égale à 14, je veux donc en déduire que A est compris entre 2 et 3. Donc là, je vais le noter. A est donc compris entre 2 et 3, on peut même dire que c'est strict. Hein. A est strictement compris entre 2 et 3. Donc voilà deux entiers consécutifs qui encadrent A. Car, et bien sûr, il ne faut pas oublier d'argumenter, G de 2 est égal à moins 2 qui est inférieur à 0, et G de 3 est égal à 14 qui lui est supérieur à 0. Donc on voit bien que ici, le nombre A est forcément entre 2 et 3. Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre, c'est qu'on vient ici de balayer jusqu'à trouver deux entiers constitutifs dont l'une image était négative et l'autre positive. Donc avec cette même état d'esprit, nous allons maintenant, deuxième étape, affiner l'encadrement par des balayages successifs tout simplement. On appelle ça un balayage. Alors on va les faire successivement jusqu'à obtenir la précision demandée, à savoir une précision à 10-2 près. Donc on va d'abord balayer entre 2 et 3. Donc là je vais donc réactiver la calculatrice. Donc je vous la refais voir, voilà. Ici. Et donc tout simplement, je vais modifier le réglage du tableur, donc revenons en arrière, et ici je vais balayer entre 2 et 3 avec un pas de 0,1. Je visualise et je cherche ici. On peut constater qu'on va de 2,1 à 2,2, donc l'image de 2,1 est négative, l'image de 2,2 est positive, donc on sait que notre solution entre 2,1 et 2,2. Une fois que j'ai ça, je vais affiner, donc je vais modifier ici, alors j'oublie la modification, voilà, et je sais que je suis entre 2,1 et 2,2, ça va pas taper 2,1, tiens ça, alors il y a un souci ici, voilà, 2,1 et 2,2, et le pas, bien sûr, je vais affiner avec un pas de 0,001. Et voilà, je visualise et je cherche ici dans le tableur quand est-ce qu'on passe du négatif au positif pour les images ici. Et là, on voit qu'on est sur une valeur dont l'image est négative pour 2,19 et 2,2 qui est positive, qui a une image positive. Et donc, c'est ces deux valeurs-là que je vais retenir ici, hein, qui vont être pertinentes ici. Donc, je vais faire une petite capture de la même manière que tout à l'heure. Petite capture d'écran pour que vous puissiez garder une trace écrite de ça. Alors je profite juste pour me faire un peu de place ici pour tout à l'heure. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à donner. Ah tiens, j'ai pas pris la bonne capture, excusez-moi.
voilà, c'est cette capture-là. Alors qu'est-ce qu'on écrit sur la copie? Bon, encore une fois, on donne tout simplement les arguments qu'on vient d'avoir ici. On écrit donc que g de 2,19, alors on donne une valeur arrondie, hein, donc moins 0,07, donc cette valeur est négative. L'image de 2,2, alors ici je vais marquer 2,2, qui vaut environ 0,05 hein, en arrondissant. Donc l'une est négative, l'autre est positive. Donc ça implique que le nombre A est strictement compris entre 2,19 et 2,20. Donc j'ai encadré A ici à 10 points de près. D'accord? Donc c'est un encadrement à 10 points de près, étant donné que l'écart entre la borne supérieure de l'encadrement et la borne inférieure est bien de 0,01 près. Voilà. Enfin, dans la question 3, on demande de déduire le signe de la fonction g. Alors, le signe de la fonction g, pourquoi il se déduit de tout ce qu'on vient de faire là? Et ça, c'est très important de l'avoir compris. Qu'est-ce qu'on sait sur g? Ben, g, ici, on connaît parfaitement ses variations, on sait où il s'annule. Et on sait qu'il s'annule qu'une seule fois. Donc, automatiquement, comme une fonction continue, si on sait où elle s'annule, on sait automatiquement quel est son signe. On peut donc constater que, d'après le tableau de variation, g s'annule qu'une seule fois déjà. Donc ici, sur moins l'infini plus l'infini, g s'annule pour quelle valeur? Ben pour petit a, qui vaut une valeur rapprochée, enfin un encadrement entre, ici, 2,19 et 2,20. Excusez-moi, il faut que je désactive la calculatrice pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà le signe de g. Du coup, il s'annule qu'une seule fois. Et comme g est continu, ben, il va garder le même signe sur chacun des deux parties où il s'est annulé. Donc là, on peut constater que d'après les variations, la fonction g, elle a pour maximum moins 2, ici au départ. Donc elle est négative. Ensuite, elle est croissante sur l'intervalle 1a et son maximum c'est 0. Donc on voit qu'elle est toujours négative en fait sur l'intervalle moins l'infini a. Et qu'ensuite, sur l'intervalle a plus l'infini, elle est positive. Donc ça se déduit complètement du tableau de variation. D'accord? Donc ça, c'est grâce au tableau de variation de la fonction g et du théorème des valeurs intermédiaires. Donc ça, il faut bien retenir que, en fait, grâce à notre étude des variations et du théorème des valeurs intermédiaires, on peut toujours trouver le signe d'une fonction g si on a récolté les éléments à savoir sur le fait que la fonction s'annule ou pas. Dès lors qu'on sait si une fonction s'annule, on peut déduire son signe si elle est continue. Voilà, donc retenez bien cette démarche-là. Donc maintenant, on va pouvoir aborder la partie B, savoir étudier la fonction f. Donc c'est l'étude de la fonction f qui m'intéressait. Donc ça, je vais le faire ici. C'est parti pour cette étude. Bon, donc je vais dériver la fonction f. Donc la fonction f ici qui est égale à x au cube plus 2x carré sur x carré moins 1, c'est un quotient du type u sur v. Donc je rappelle que la dérivée du sur v, c'est u'(v moins uv' sur v carré, avec u qui est le numérateur, x au cube plus 2x carré, et la fonction v qui est la fonction définie par ici x carré moins 1. Donc on n'a plus que directement dériver. Donc ici, ce qui me donne la dérivée donc, de x au cube plus 2x au carré, qui est tout simplement 3x carré plus 4x, qui va donc multiplier la fonction v, qui est donc x carré moins 1, moins u, donc qui correspond à, entre parenthèses, à x au cube plus 2x au carré, facteur de la dérivée de v, donc v, lui, qui est x carré moins 1, qui a pour dérivée 2x. Donc tout ça divisé par x carré moins 1 au carré. Donc dérivons, donc f', donc on le développe, hein, une fois qu'on a u'v moins uv' sur v carré, je développe, je réduis, en simplifiant, il me reste x puissance 4 moins 3x carré moins 4x sur x carré moins 1 au carré. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors si on devait étudier le signe tout seul de ça, il faut toujours avoir l'habitude d'avoir ces réflexes-là. J'ai un quotient, il faut connaître le signe d'un numérateur et du dénominateur. Donc le dénominateur est déjà un carré, donc c'est facile. Le numérateur est un polynôme. Du 4e degré, on n'a pas de possibilité d'étudier son signe par un théorème direct.
sauf si on sait factoriser. Donc on remarque que là, on a un facteur commun évident qui est x. Or justement, si on factorise par x, on se retrouve avec x facteur de x au cube, moins 3x, moins 4, le tout sur donc x au carré moins 1 au carré. Or, on remarque que dans cette factorisation, x est facteur de g de x. Et donc on a démontré, la première chose, c'est que la dérivée de g, de f, c'est donc x fois g de x divisé par x carré moins 1 au carré. D'accord? Donc on a bien prouvé ce qu'on veut. Donc la question 1 est donc terminée. On a bien ici la dérivée de f qui est donc égale à x facteur de g de x sur x carré moins 1, le tout au carré. Et donc le fait qu'on ait obtenu cette forme-là nous permet de voir que pour trouver le signe de la dérivée de f qui nous intéresse, il nous faut connaître le signe de chacun de ces facteurs. Donc le signe de x, il est bien sûr déterminé facilement. Le signe de g, on le connaît grâce à ce qui a été fait dans la question précédente ici, et dans la partie A. Donc en fait l'objectif de la partie A, c'était d'obtenir finalement le signe de g. Et enfin le signe du carré qui est évident. Donc on voit que l'étude de signes est très aisée à partir de ce lien qu'on fait avec la partie A. Donc c'est parti pour ça. Bien, donc on reprend ici donc la dérivée de f, donc je mets chacun des facteurs, x, g de x, le quotient est un pour dénominateur x carré moins 1 au carré, le signe de la dérivée va donc se déduire ici, et le signe de f. Donc je rappelle qu'ici on fait ça parce que les trois lignes là sont des facteurs ou un quotient. Donc il ne faut pas perdre de vue que la fonction est définie sur r privé de moins 1 et 1, donc il ne faut pas oublier moins 1 et 1 déjà dans le tableau, qui sont des valeurs interdites ici. Ça, il faut en être vraiment conscient, donc ça c'est des choses à ne pas oublier. Donc d'entrée de jeu ici, on sait que pour la fonction f et pour sa dérivée, on a deux valeurs interdites. Donc ça, il ne faut surtout pas les oublier. Hein. Ça, voilà, donc double barre, ça je les oublie pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ben, on va chercher les racines de chacun des facteurs. X annulant 0. Donc on a 0 qui intervient dans le tableau. Mais, et g de x s'annule en a. Il faut se rappeler que a, je rappelle, que a, il était strictement compris entre 2,19 et 2,2. Donc ça permet de situer a de ce côté-là du tableau. Donc voilà, donc on peut compléter le tableau. Donc ici, on indique les valeurs qui annulent chacune des fonctions. Donc la fonction x s'annule en 0, et donc on connaît son signe sans difficulté, qui est donc, alors je vais essayer de tracer ça. Voilà, donc je vais donc indiquer les signes. Donc la fonction x ici est négative sur un intervalle moins l'infini 0 et positive ensuite, bien sûr. Ensuite, la fonction g s'annule en petit a, et d'après notre étude, elle est positive sur a plus l'infini, elle était négative avant. Donc ça, il faut bien comprendre que cette ligne-là, c'est la partie A, et c'est la question 3. Donc ça, on attend que vous fassiez le lien ici. Ensuite, là, le dénominateur x carré moins 1 au carré est un carré, donc c'est toujours positif. Et après, on applique la règle des signes du produit. Donc moins fois moins, plus, divisé par plus, ça fait donc plus. Donc après, on continue d'appliquer la règle des signes. Donc voilà, le signe de votre dérivée. Et la dérivée s'annule donc une fois en 0 et une fois en petit a. Donc ce qui vous permet d'obtenir les variations suivantes. Donc, pardon, on va essayer de mieux calibrer les flèches, voilà. Ah, donc non, là j'ai fait une faute de signe, il faut que je la corrige. Excusez-moi, parce qu'en fait j'ai oublié de remplir en allant vite cette partie-là du tableau. Pas celle-là, j'ai effacé le mauvais endroit, excusez-moi. Voilà, donc ici bien sûr là, il y avait... Oh, je suis encore sur l'outil flèche, donc je désactive l'outil flèche. Donc là, c'était négatif. Donc là c'est négatif, c'est positif parce que c'est le carré.
et donc plus fois moins fois plus. Donc là, ça fait moins. Et donc là, on a une fonction qui est décroissante sur 1a et croissante sur a plus l'infini. Donc je manque un peu de place, j'aurais dû étaler davantage le tableau de ce côté-là. Voilà, maintenant on va devoir compléter ce tableau. Donc pour l'image de 0, ben, on trouve 0 sans problème, et alors l'autre image c'est G2A qu'il faut faire. Donc pour cela, on utilise une valeur rapprochée, hein. On se rappelle que A c'est entre 2,19 et 2,2, donc je sais que A était environ avec 2,19, donc ça c'est une valeur rapprochée par défaut. À 10 près, ben, je calcule avec la calculatrice l'image de A, donc là je n'hésite pas à faire apparaître donc, dans le tableur ici, donc je vais faire apparaître ça. Voilà, donc j'active la calculatrice, alors vous la voyez pas, il faut que je la fasse apparaître. Non, voilà, elle veut pas apparaître là, comment ça se fait? Voilà, elle apparaît. Donc je rentre la fonction ici, donc en deuxième, je ne vais pas effacer la première, donc l'expression de la fonction f, j'active le tableau de valeurs, et je peux ici me rappeler que je veux une image de entre 2,19 et 2,20 par exemple. Donc si je mets 2,19, et j'obtiens environ 5,29 ici pour valeur approchée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour terminer l'exercice? Ben, c'est mettre les limites aux bornes. Donc on n'a plus qu'à étudier les limites de votre fonction f définie donc par x au cube plus, alors de mémoire c'était quoi encore, plus 2x carré sur x carré moins 1. Alors il y a combien de limites à faire? On voit qu'ici il faut étudier la limite en moins l'infini, la limite au voisinage de moins 1 à gauche et à droite, et la limite en 1 à gauche et à droite, et la limite en plus l'infini, ce qui fait un petit peu de travail ici. Alors on voit assez rapidement que on est souvent en présence de formes indéterminées pour l'infini plus l'infini, donc j'en profite pour changer l'écriture. Donc ici je peux factoriser par x au cube, par exemple au numérateur, ça fait x au cube facteur de 1 plus 2 sur x, sur ici x carré qui est dominant au dénominateur, facteur de 1 moins 1 sur x au carré. Je simplifie bien sûr, hein, ici les fractions, n'oubliez pas. Hein. Donc x au cube divisé par x carré va me rester x qui est facteur de 1 plus 2 sur x sur 1 moins 1 sur x au carré. Bon, je peux en profiter pour redévelopper le numérateur si je souhaite, ce qui fait donc x plus 2 sur 1 moins 1 sur x au carré. Donc l'intérêt d'avoir développé, c'est qu'on peut encore plus rapidement conclure sur les limites. Donc ici, si je fais la limite en plus l'infini et en moins l'infini, je les obtiens aisément. Donc ici, je démontre sans problème que là, on a pour limite moins l'infini, hein, parce que x plus 2 tend vers moins l'infini en moins l'infini, et 1 moins 1 sur x carré tend vers 1. Donc ça, j'ai juste à l'écrire. Donc limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x plus 2, c'est moins l'infini. Et le dénominateur ici, 1 moins 1 sur x carré, comme 1 sur x carré tend vers 0, ben ça va tendre vers 1. Donc x tend vers moins l'infini. Donc par quotient, on a donc f de x qui tend vers moins l'infini, ici, lorsqu'x tend vers moins l'infini. On fait la limite en plus l'infini aussi aisément. Donc le quotient, donc le numérateur du quotient x plus 2, c'est plus l'infini comme limite. Et le dénominateur, 1 moins 1 sur x carré, comme 1 sur x carré tend également vers 0, ça tendra vers 1 lorsqu'x tend vers plus l'infini. Et donc on obtient la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de votre fonction f, qui est égale à plus l'infini. Voilà pour les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Il nous reste à étudier maintenant les limites en moins 1 et en 1. Alors pour la limite en moins 1, ben on peut reprendre la forme ici non transformée. Donc on étudie le signe du numérateur en un premier temps. Donc, la limite du numérateur. Donc x au cube va tendre vers moins 1 au cube, 2x carré va tendre vers 2 fois moins 1 au carré. Donc on fait le calcul finalement comme la fonction continue en remplaçant x par moins 1. Ce qui nous donne moins 1 plus 2. Donc c'est de savoir 1. Donc vous avez un numérateur qui tend vers 1. Or, la limite du dénominateur, lorsqu'x tend vers moins 1, x carré
moins 1 tend vers 0. Donc l'une des limites c'est 1, l'autre c'est 0, donc il faut qu'on étudie les deux cas si on tend vers 0 tout en étant positif ou en étant négatif. Donc là on a besoin de connaître le signe de x au carré moins 1. Donc je fais le signe x au carré moins 1 au voisinage de 1 et de moins 1, parce qu'on aura besoin du même raisonnement. Donc c'est un peu d'une second degré qui s'annule en moins 1 et en 1. Et on sait qu'il est du signe de a à l'extérieur de l'intervalle des racines. Donc on voit aisément que si x tend vers moins 1 en étant inférieur à moins 1, donc ça se rapproche de 0 en étant positif, donc dans ce cas-là on en déduit la limite de f de x, qui est donc un quotient d'une fonction au numérateur qui tend vers 1 et au dénominateur qui tend vers 0 en étant positif. Donc le quotient va tendre vers plus l'infini lorsqu'x tend vers moins 1 par valeur inférieure à moins 1. Bon, on a le même type de raisonnement lorsqu'x tend vers moins 1 par valeur supérieure à moins 1. Qu'est-ce qui va changer? X carré moins 1 va tendre toujours vers 0, mais en étant négatif, la fonction reste négative au-dessus de 0, au-dessus de moins 1, et donc la fonction f tendra vers moins l'infini lorsqu'x tend vers vers moins 1, lorsqu'x est ici supérieur à moins 1. D'ailleurs, ici, j'ai plus qu'à compléter avec les limites. Donc là, on a trouvé plus l'infini, et là, on a trouvé moins l'infini. On fait la même étude ici, au voisinage de 1, qui se fait de la même manière. Ici, on trouvera moins l'infini, et là, plus l'infini. Il suffit de détailler ça. Voilà, pour ce qui est de cette étude. Voilà, je conclus. Donc ici, on a donc l'étude complète de la fonction f. Et donc, résumons et faisons un petit peu qu'est-ce qu'on a appris dans cet exercice. Donc, l'objectif de cet exercice était le suivant. Donc, je rappelle que c'était d'étudier la fonction f. Donc, de manière générale, est-ce qu'on pourrait rendre l'exercice assez ouvert? Donc, si vous êtes amené à étudier une fonction f, en général, et ses variations, vous allez dériver cette fonction f. Et lorsque vous allez dériver cette fonction f, vous allez ici tomber sur un quotient, ici, qu'il faut se transformer le plus possible pour étudier le signe de cette dérivée. Or, lorsque vous êtes amené à étudier le signe de cette dérivée de la fonction f, vous tombez donc sur, ici, x puissance 4 moins 3x carré moins 4x sur x carré moins 1 au carré. Donc on essaie toujours de factoriser au maximum. Donc c'est ce qu'on a fait là. Mais on tombe sur un facteur dont on ne connaît pas le signe de façon évidente, qui est x au cube moins 3x moins 4. Et donc il est légitime de dire, mais comment étudier le signe de quelque chose de ce type-là, x au cube moins 3x moins 4? Votre expérience vous a montré que on peut prendre l'initiative de tout simplement dire, on introduit cette fonction-là, on l'appelle par exemple g, et on est amené du coup finalement à introduire soi-même cette fonction g, à se poser la question, mais comment trouver son signe? Et automatiquement, on va trouver le signe d'une fonction g par des méthodes habituelles, ça ne fonctionne pas, donc on va étudier ces variations de la fonction g, on étudie les variations, et grâce à la continuité et le théorème intermédiaire, on en déduit le signe. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment où va l'exercice, à savoir que la notion de fonction auxiliaire, vous devez vous-même vous en douter sur comment les utiliser par la suite. Donc voilà. Donc retenez bien, essayez bien de voir ce que vous avez compris de cet exercice-là. Donc le but de la fonction auxiliaire, c'est finalement d'étudier la fonction f. Donc là, c'est détaillé, mais par la suite, ça ne le sera pas. Pas toujours. Donc on aura cette démarche-là qui revient assez souvent. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.